Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces rencontres extra de la protection sociale que nous animons donc au niveau du comité régional Net Entreprise du Limousin. Les experts de la protection sociale donc, vont vous présenter aujourd'hui tout ce qui concerne la DSN pour la fonction publique avec ses échéances, l'accompagnement qui est prévu. Donc pour ce faire, je vais demander à Didier Kuhn de se présenter. Bonjour, donc je suis Didier Kuhn, je travaille au groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales. On a déjà eu pour certains d'entre vous l'occasion de se rencontrer. C'est assez décevant de ne pas pouvoir vous avoir en direct et de pouvoir vous accompagner aussi individuellement qu'on le souhaiterait avec le comité régional Limousin, mais à votre disposition pour une série de présentations dont la première a lieu aujourd'hui. Merci Didier. Donc dans le cadre de l'animation, donc moi j'anime en qualité d'animateur donc le comité régional Net Entreprise pour le Limousin. Je suis aujourd'hui donc accompagné de Didier et d'Aurélie Bois, qui est conseiller informatique service, donc qui travaille à la relation au niveau des entreprises, au niveau des collectivités territoriales et au niveau des entreprises du secteur privé. Je vous propose d'attaquer et de rentrer dans le vif du sujet de pourquoi la DSN. Donc la DSN, la déclaration sociale nominative, instituée par l'article 35 de la loi du 22 mars 2012, dit loi Warsmann. Donc elle est relative à la simplification du droit, à l'allègement des démarches administratives. Son grand principe, c'est le dites-le-nous une fois, c'est-à-dire que l'employeur effectue en une seule démarche les principales formalités sociales et fiscales que l'on avait l'habitude de faire à travers énormément de formulaires auparavant. Un allègement pour les employeurs et une amélioration globale de la gestion des droits sociaux. On parle entre autres d'une transmission dématérialisée de données mensuelles en un flux unique sécurisé. Donc, on est bien sur le principe de « dites-le-nous une fois ». Le prolongement naturel de ce qui figure sur le bulletin de paye. En fait, on a le reflet exact des données qui sont saisies dans le logiciel de paye. L'allègement, voire la suppression de certaines démarches. Comme nous le verrons lors du déroulé de notre webinaire, énormément de démarches ont été supprimées au profit de la DSN qui centralise en une déclaration l'éclatement et l'alimentation de l'ensemble des données sociales. La fiabilisation des informations servant à la fois au recouvrement des cotisations, à l'ouverture et au calcul des droits des salariés. L'objectif, c'est de centraliser l'ensemble des données qui sont transmises et de les restituer aux différents organismes de protection sociale pour le traitement de ces données. Enfin, un calcul plus rapide des droits et des prestations. On allège la saisie d'une attestation de salaire, par exemple, en termes de temps sur Net Entreprise. Nous verrons plus tard qu'une attestation de salaire sur Net Entreprise, c'est à peu près 10 minutes de saisie, on va dire. Et à partir du moment où vous faites un événement dans la DSN, donc une attestation de salaire dans la DSN, là, vous allez, en fait, avec 4 clics, renseigner votre attestation de salaire et l'envoyer. Voilà. Donc, une mesure portée par les pouvoirs publics. Donc, comme je le disais, la charge de travail diminuée et lissée, une politique publique plus proche des besoins. Au centre, le principe du déclarant, c'est « dites-le-nous une fois », de façon qu'on ne soit pas dans la réitération de données. Ces données, on les fiabilise, on les maîtrise, on simplifie donc la dématérialisation et on sécurise le tout avec des mises à jour rapides des droits et des prestations. Donc, dans la fonction publique, la déclaration sociale nominative fonction publique, la fonction publique rejoint la DSN après le secteur privé. Donc, nous, le secteur privé, on l'a éprouvé depuis 2017 au travers de l'ensemble du territoire national. Donc, pour le Limousin, on l'a effectivement démarré en même temps avec des pilotes et puis derrière l'ensemble des entreprises qui sont montées en fonction des catégories. Donc, à ce jour, l'ensemble des entreprises sont, pour le secteur public, une partie a démarré au 1er janvier dernier. Pour le secteur privé, l'ensemble a démarré depuis 2017.
On généralise la DSN avec une dernière échéance, donc qui pour vous est le 1er janvier 2022. Cette échéance législative est fixée par la loi ESSOC 2018-727 du 10 août 2018. Donc la modernisation de la délivrance des prestations sociales. Les données servent à l'examen des demandes des prestations sociales, des données contemporaines pour le calcul des aides au logement ensuite généralisées à d'autres prestations sociales, des données restituées aux usagers sur mesdroitssociaux.gouv.fr. Donc comme vous pouvez le constater, le fait de générer une DSN va alimenter énormément de circuits et permettre en fait d'élaborer les bonnes attestations et de délivrer les bonnes prestations au bon moment, aux bonnes personnes. Ensuite, ce qui est très important à souligner, c'est qu'un gros travail a été réalisé avec la Direction générale des finances publiques dans le cadre du prélèvement à la source, donc le PAS, pour l'intégrer en fait à la DSN, ce qui fait qu'aujourd'hui, la DSN porte les informations nécessaires au prélèvement à la source. Donc, les procédures prochainement intégrées en DSN, les déclarations d'emploi des travailleurs handicapés, DOETH, donc 2021 pour le secteur privé, 2023, déclaration et calcul des effectifs pour le secteur public et 2024 pour la collecte. La déclaration et le paiement de la contribution à la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage en 2022. Pour ça, on aura des modules particuliers adaptés pour vous accompagner dans la démarche. Donc, l'objectif permet de fiabiliser les déclarations au plus près de leurs émissions. Donc, dans un système automatisé, en mode échange de données, des éléments sur la situation sociale fiscale des employeurs nécessaires au calcul des cotisations, les incohérences détectées pour lesquelles des corrections doivent être apportées. Nous verrons tout à l'heure comment on peut assurer la transmission en garantissant un haut niveau de conformité et de cohérence pour s'assurer du traitement de la demande et du traitement de l'attestation. Enfin, c'est une déclaration et une simplification pour les employeurs qui n'auront qu'une seule déclaration à effectuer pour remplir l'ensemble des déclarations sociales. Donc, pour cette première partie, je dirais, je vous plante le décor de la DSN. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. J'ai Monsieur Contao qui nous a rejoint en tant qu'intervenant, qui représente le centre de gestion de la Haute-Vienne, que je remercie d'être avec nous aujourd'hui. À qui je demanderai tout à l'heure de vous donner un retour du feedback en fait par rapport à son expérience de la DSN. Donc ça vous permettra éventuellement de poser des questions très pratiques et pragmatiques par rapport à vos questionnements quels qu'ils soient. Alors, tu souhaitais que je prenne la suite dès maintenant ou tu voulais répondre à la question? Oui, Didier, oui, on fait comme ça, très bien. Merci. Sinon, il y a la question sur l'attestation de salaire de M. Boiron. Bonjour, oui, M. Contao. Alors, au sujet de l'attestation de salaire qui se fait via la DSN signalement, le prestataire Berger-Levrault demande à continuer de les faire sur Net Entreprise pendant au moins 3 mois. Est-ce normal? Oui, je vous confirme. En fait, c'est une question d'historique en termes de traitement. Mais ça, ma collègue Aurélie Bois pourra rentrer un peu plus dans le détail. Alors, écoutez, moi, je vais vous proposer de prendre la suite de cette présentation. Merci, Pierre-Yves. Et puis, donc, M. Contao, si vous avez des commentaires à faire pendant la présentation, n'hésitez pas à intervenir. Ça va être pour le bénéfice de tous. Alors, la deuxième partie, on a scindé cette présentation en 3 parties pour répondre à 3 questions. La première, c'était pourquoi la DSN? Et là, finalement, ça va être découvrir la DSN, puisqu'on a vu que dans le sondage que j'ouvre, on a effectivement que 3% d'entre ceux qui ont répondu aux questions. Alors, on n'a pas beaucoup de votes sur
sur les 143 présents, on n'a pas beaucoup de votes. Donc, n'hésitez pas à répondre au sondage pour qu'on puisse avoir une visibilité un peu plus grande sur qui est en face de nous. Alors, découvrir la DSN. La DSN, c'est effectivement un projet commun qui a été construit avec l'ensemble des acteurs. On parle de co-construction. Tout d'abord, le groupement d'intérêt public modernisation des déclarations sociales dans lequel je travaille, que je représente, qui lui est chargé d'organiser la mutualisation des moyens, puisque chaque organisme de protection sociale est destinataire d'une partie des données que vous allez faire transiter par la déclaration sociale nominative. Du coup, beaucoup d'ateliers de travail et de réunions ont été organisés, d'abord avec les éditeurs, puisque bien évidemment, ce sont eux qui vont vous donner les moyens de remplir cette obligation dématérialisée. Et puis, les représentants des employeurs et des comptables, donc avec les tutelles, DGAFP, la DGCL, la DGOS, DGCS, et puis bien évidemment la DGFIP. La DGFIP dans ces deux compartiments qui vous touchent directement, c'est-à-dire la trésorerie pour la paye et la partie DGFIP impôt sur le revenu, donc passe prélèvement de l'impôt sur le revenu. Je me mets au bon endroit pour cliquer sur la seconde. La DSN repose sur 4 grands principes. Alors, ça a l'air un petit peu littéraire de dire ça, mais en réalité, si vous avez en tête ces 4 principes, vous avez une vision à peu près globale de ce qu'est la DSN. Tout d'abord, la DSN, c'est la dernière étape du traitement de la paye. Ça n'est pas une nouvelle déclaration. On a un petit peu abusé dans le terme déclaration sociale nominative parce qu'en réalité, c'est un flux Internet, un flux numérique. Et ce n'est pas une déclaration par elle-même. Donc, c'est la dernière étape du traitement de la paye. Quand la paye est faite, la DSN, normalement, quand elle est paramétrée en amont correctement, quand la paye est prête, quand la paye est faite, la DSN est prête. C'est donc le reflet de la situation des salariés, donc des agents, au moment où la paye a été réalisée. Cette petite phrase a toute son importance parce que vous allez vous apercevoir un peu plus tard qu'il y a dans le mode de fonctionnement de la DSN des possibilités d'utiliser des blocs de correction, des évolutions, et donc en réalité de rendre sur un temps différent de celui de la DSN pour rendre des éléments sur un temps différent. Donc, bien évidemment, c'est un sous-produit de la paye. Ça n'est pas un produit en soi, c'est vraiment un sous-produit de la paye. Et c'est bien pour ça qu'il est issu, que la DSN est issue du logiciel de paye, un logiciel qui, lui, doit être compatible. Et donc, pour tous ceux qui posaient la question, est-ce qu'on va avoir le support? Oui, vous avez le support que vous pouvez télécharger avec le petit nuage qui est en dessous, la petite cloche en haut à droite. Et en plus, comme celui que vous voyez ici, le lien, il y a un lien qui fonctionne et qui vous permet d'accéder aux pages de Net Entreprise. Vous allez voir que dans la troisième partie, c'est important. Deuxième grand principe, la DSN, il faut une DSN par SIRET. Cependant, dans quelques cas, voire peut-être même dans beaucoup de cas, on a plusieurs SIRET à l'intérieur d'un même SIRON, voire à l'intérieur d'une même collectivité ou d'un même établissement. L'idée, c'est de définir le SIRET qui gère l'agent administrativement, puisque c'est lui qui va avoir accès à toutes les informations, c'est celui qui va faire la paye. Parce qu'en réalité, le lieu de travail ne définit pas la maille déclarative. C'est-à-dire qu'on peut avoir des agents qui sont au service des parcs et jardins ou espaces verts, je ne sais pas comment ils sont appelés dans votre commune ou dans votre collectivité, mais on peut en avoir d'autres qui sont au service technique, d'autres qui sont administratifs. Et du coup, tous ces gens-là, tous ces agents sont effectivement déclarés par le même SIRET et on vous invite à utiliser le SIRET qui gère l'agent administrativement. Par contre, quand vous avez plusieurs SIRET aujourd'hui qui font des déclarations et que l'on reconcentre sur un, on vous invite à prendre contact avec votre URSSAF de façon à vérifier que le SIRET que vous vous apprêtez à utiliser est déjà un compte cotisant. Alors, il y a un moyen tout simple pour le savoir si c'est un compte cotisant ou pas, c'est de savoir si vous l'utilisez déjà pour faire des déclarations, si vous éditez une luxe, par exemple, à destination de l'URSSAF, avec ce SIRET. Si oui, ça veut dire que vous avez un compte cotisant. Si vous avez un doute, rapprochez-vous de vos interlocuteurs de l'URSSAF de façon à en avoir la certitude. Troisième grand principe, la temporalité. La DSN est mensuelle. Tous les organismes de protection sociale ont besoin
des informations qui leur permettent de remplir leur mission chaque mois. Donc, on a donc fixé 2 échéances. Elles sont uniques et ce sont des jalons butoirs. C'est-à-dire que, par exemple, le 5 du mois M+1, qui est destiné principalement aux établissements déjà mensualisés et de plus de 50 agents qui versent les traitements à la fin du mois M, vous pouvez déposer la DSN jusqu'au 5. Le 5, effectivement, vous serez dans l'obligation de l'avoir fait auparavant. Et si vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas rempli votre obligation. Pour les autres établissements, on est sur l'échéance du 15. L'échéance du 5 ou du 15, vous pouvez déjà aussi, si vous continuez à avoir un doute, vous pouvez le déterminer avec la date où vous payez les cotisations, la fréquence où vous payez les cotisations. Si vous payez les cotisations mensuellement, vous allez être sur l'échéance du 5, vous êtes considéré comme mensualisé. Si vous payez vos cotisations trimestriellement, vous êtes sur l'échéance du 15. Cependant, la DSN étant mensuelle, il faut établir 3 DSN par trimestre, avec une seule qui emportera les cotisations. Et pour conserver ce rythme de paiement trimestriel, il faut vous rapprocher de votre URSSAF parce que la loi qui a été publiée en 2019, impose le passage à la fréquence mensuelle pour les déclarations. Donc normalement, la généralité pour tous, c'est mensuel. L'exception, c'est le 15, le trimestre. Donc, il faut vérifier auprès de votre URSSAF que vous êtes bien dans cette situation. Mais je vous dis, normalement, il y a un moyen tout simple de le savoir. Est-ce que vous payez vos cotisations tous les trimestres ou est-ce que vous le payez mensuellement? Et quatrième élément important, c'est que tous les messages retours concernant la DSN sont sur un tableau de bord unique. Ce tableau de bord, il est accessible soit sur netentreprise.fr ou si vous faites les déclarations par le biais de msa.fr qui est l'autre portail d'accès. Tous les messages retours vont remonter dessus. Si vous avez la chance, ou si vous êtes en API, d'avoir effectivement un logiciel de paye qui traduit les éléments qui remontent dans le tableau de bord, vous n'aurez pas besoin de vous connecter systématiquement au tableau de bord sur les 2 portails que je viens de vous citer. Les éléments remontent dans votre logiciel de paye. Tous ces messages sont absolument importants et intéressants parce qu'à chaque fois qu'ils remontent, soit ils font part d'une anomalie, soit ils font part d'un questionnement, soit même ils font part d'une erreur quelquefois, et on vous demande effectivement de le corriger sur la DSN du mois et ou sur les suivantes en fonction de la date d'échéance. Ce petit schéma qui vous illustre un petit peu comment ça se passe. Alors, vous voyez qu'on a trouvé un déclarant sympathique et heureux qui fait la paye. À partir du moment où il fait la paye, dès que la paye est faite, ça génère un fichier qui s'appelle le fichier DSN. Ce fichier, première étape, on vous invite à le tester. On a des outils, DSN-Val, DSN-FPOC, et vous allez voir qu'il y a des liens pour aller les chercher un peu plus loin dans le support. DSN-Val et DSN-FPOC, ce sont des petits logiciels que vous téléchargez sur votre poste et qui vous permettent de tester la qualité du fichier que vous avez. Est-ce qu'il est lisible? Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'on a les éléments qui sont attendus dedans? Quand il vous rend le fichier en vous disant bah oui, c'est lisible, vous vous identifiez sur NetEntreprise ou sur msa.fr et vous déposez le fichier DSN. Soit en le déposant sur le portail, soit, si votre logiciel est ce qu'on appelle en mode API, soit directement en machine to machine. Le fichier rentre dans les portails, il est intégré dans les systèmes d'information DSN. À ce moment-là, il y a des premiers contrôles qui sont faits et on vous renvoie une information sur le tableau de bord. Si la déclaration est correcte, elle est adressée aux organismes de protection sociale, en l'occurrence pour vous, l'URSSAF, les fonds qui sont derrière la Caisse de dépôt et consignation, CNRACL, IRCANTEC, IRAF, et puis d'autres organismes complémentaires qui pourraient être présents, qui, eux, quand ils vont recevoir votre déclaration, lisent les éléments qui sont portés dessus, et ensuite vous font des retours qu'on appelle des comptes rendus métiers, toujours sur le tableau de bord. Et donc, troisième et dernière étape, on vous demande de consulter les retours qui sont sur votre tableau de bord. Si on est avant l'échéance, vous pouvez faire une DSN annulée en place en écrasant celle que vous avez déposée. Si c'est après l'échéance, on vous demande de faire les corrections dans la DSN suivante. En résumé, et si vous deviez raconter la DSN à quelqu'un demain, vous pourrez lui dire la DSN, ça vise à remplacer aujourd'hui plus de 40 procédures et déclarations sociales françaises, périodiques ou événementielles.
pour mémoire, quand vous étiez sur l'ancienne norme, en faisant la DATSU, en faisant les DUX et autres, on vous demandait mensuellement une complétude de 850 données. Alors en 40, effectivement, procédure. Dans la DSN, on ne vous en demande plus que 400. On a divisé par 2 le nombre de données parce qu'on s'est aperçu qu'il y en avait certaines qui étaient redondantes, voire qui étaient inutiles. Vous pourrez dire toujours, la DSN porte sur le mois principal déclaré précédent. Comme c'est le reflet de la paye, excusez-moi, j'ai la voix qui déraille comme elle porte sur la paye, il faut que la paye soit faite. Or, la paye, vous la faites pour le mois précédent, vous ne la faites pas pour le mois futur. Donc, la DSN porte sur le mois principal déclaré précédent. Vous pourrez toujours dire que c'est un échange de données informatisé qui va s'effectuer soit depuis le tableau de bord en upload, c'est-à-dire que vous déposez le fichier que votre logiciel de paye vient de créer, soit en transmission directe de votre logiciel de paye à l'application DSN, et là on parle de mode API. Vous avez déjà des logiciels qui sont soit en mode API, soit en mode sur place, et donc vous êtes obligé de faire de l'upload, il n'y a pas de lien avec l'applicatif DSN dans le système d'information DSN. Vous pourrez aussi dire que la DSN est établie à partir des données de paie et quelques déclarations, quelques procédures ne peuvent pas, dans un premier temps, être remplacées par la DSN parce qu'elles demandent d'autres éléments que simplement les données de paie. Et donc, elle a 2 échéances, le 5 ou le 15, sauf pour les DSN annulés en place, où là, on vous demande de les transférer effectivement la veille. Mais donc, on peut déposer les DSN le 5 ou le 15, c'est les dates à laquelle elles sont. Alors, on peut déposer, non. On doit avoir déposé pour le 5 ou le 15 la DSN. La possibilité, elle est plus grande, mais vous allez le voir un peu plus tard. Si vos amis sont vraiment intéressés, vous pourrez aussi leur dire que la DSN repose sur la transmission de 2 types de données. D'abord, les informations mensuelles qui sont issues de la paye. Au sens large, ce sont toutes les données de la paye qui transitent automatiquement, en totalité, mensuellement. Chaque mois, vous transmettez toutes les données nominatives relatives au contrat ou aux agents que vous avez avec vous et auprès des collaborateurs de votre organisme ou de votre établissement. Vous les transmettez de façon systématique. Ça, c'est tous les mois un flux mensuel, un flux d'informations mensuelles qui sont issus de la paye. Et puis prochainement, pour vous, au niveau de la fonction publique, des signalements d'événements. Le premier, l'assurance maladie, donc avec les signalements d'arrêt maladie. Pierre-Yves vous en a parlé juste à l'entrée en vous disant le gain de temps et la diminution de données qu'on vous demande à l'intérieur de ces signalements, mais aussi pour l'accident de travail, maternité, etc. Et puis Pôle emploi, avec les éléments reprise de travail et signalement de fin de contrat. Ces signalements sont absolument importants parce que la déclaration sociale nominative repose effectivement sur le principe du dites-le nous une fois, mais répond aux obligations du RGPD. C'est-à-dire que aucun organisme qui n'a pas à connaître certaines données ne les reçoit. Ou dans un autre sens, ne reçoivent les données que ceux qui sont légitimement destinataires de ces données d'habitude. Par exemple, votre caisse d'assurance maladie ne reçoit pas les DSN mensuels, elle ne reçoit pas les données tous les mois. Par contre, quand il y a un signalement d'événement, comme l'arrêt de travail, la maladie ou l'accident, elle reçoit ces données et donc on a besoin de ces signalements. Pareil pour Pôle emploi, il y a besoin de dire, alors un petit moyen pour vous en souvenir, moi je parle souvent du post-it. Vous êtes au bureau, vous êtes en train de travailler sur un sujet, le téléphone sonne, c'est le responsable effectivement des services techniques qui vous dit que Monsieur Kuhn est absent parce qu'il a fait encore une petite bronchite et qu'il va être arrêté pendant 6 jours. Vous êtes en train de faire autre chose, vous n'allez pas tout arrêter pour faire le signalement immédiatement ou la DCJ tout de suite. Prenez un petit post-it et vous notez dessus, Didier Kuhn, à partir du 25 mars, il est arrêté pour 6 jours, peut-être une bronchite. Et vous le collez sur votre écran, et quand vous aurez fini le travail que vous faites, vous allez revenir sur votre post-it. Et bien, le signalement d'événement, c'est la même chose. On vous demande les mêmes données. On vous demande le NIR, on vous demande la date d'arrêt, on vous demande la durée prévisible, et éventuellement des éléments relatifs à l'arrêt. Et puis, c'est tout. Donc, c'est vraiment nécessaire d'avoir ces signalements, parce que vous envoyez un signal à l'organisme que, attention, il y a potentiellement
des revenus de substitution et des revenus complémentaires à apporter pour telle ou telle personne dans tel ou tel cas. Et effectivement, c'est à mettre en place. Donc, ce sera en place au plus tard, de façon obligatoire, dans la DSN au 1er janvier 2023. Vous pouvez en faire dès 2022. Si vous avez le logiciel qui permet de le faire, et dès que vous avez suffisamment de DSN mensuels déposés, vous pourrez en faire dès votre entrée dans la DSN, en respectant ce délai qui vous permet de savoir quand vous pouvez le faire. Autre dernier élément sur ces signalements d'événements, pour savoir à partir de quand vous pouvez les faire, vous avez un moyen relativement simple qui consiste à vous rappeler ce que vous transmettiez, par exemple, dans une DSIJ sur un arrêt maladie. On vous demandait les 3 derniers bulletins de salaire, enfin les 3 derniers revenus, les 3 derniers salaires. Et bien, le signalement d'événement, dans la DSN, il va se substituer à la DSIJ dès lors que l'on aura intégré dans la DSN les 3 dernières payes, les 3 derniers mois de revenus. Pour un accident du travail, c'est 12 mois. Pour Pôle emploi, c'est 12 mois aussi. Donc, vous savez, en fonction de ce que vous faisiez avant et de ce qui va être substitué par les signalements de la DSN, de combien d'ancienneté vous avez besoin dans le système pour pouvoir le substituer. Après, c'est vraiment important. Quand on envoie effectivement un signalement d'événement, c'est comme quand on envoie une DSIJ ou autre. Donc, ça touche les revenus, ça touche les contrats des agents. Donc, on va faire des contrôles au moment du dépôt. Certains contrôles sont bloquants, la DSN ne peut pas être déposée, on vous répond « Ah non, là on ne sait pas quoi en faire, il faut recommencer ». Éventuellement, si on a détecté ce qu'il y avait comme problème, on vous retourne un compte-rendu en vous disant « Attendez, il y a vraiment, c'est à cet endroit qu'on a quelque chose qui ne va pas ». Par exemple, simplement, on peut avoir des chiffres qui sont à la place de là où on attendait des lettres, ou l'inverse, des lettres là où on attendait des chiffres, et effectivement, ce n'est pas lisible. Et puis, ça, c'est les contrôles bloquants, donc vous devez refaire la DSN avant son échéance. Sinon, vous êtes dans la situation où vous n'avez pas déposé votre DSN, et la DSN est obligatoire. Il y a des pénalités pour non-utilisation du vecteur dématérialisé, et ensuite des pénalités pour non-dépôt de déclaration sociale. Et puis, les contrôles non bloquants, on s'aperçoit par exemple qu'il y a un doute sur un IR, ou qu'il y a peut-être potentiellement un problème sur une déclaration, et à ce moment-là, on vous dit, bah, écoutez, nous, on part du principe que la DSN est juste, de toute façon, qu'elle peut être modifiée par la suite, donc on l'accepte. On vous renvoie un élément qui vous dit bah, on a rencontré tel et tel problème avec la lecture et avec les éléments qui sont portés. Donc vous êtes vraiment accompagné au moment du dépôt pour avoir la certitude qu'effectivement, la déclaration que vous apprêtez à envoyer ou que vous envoyez est effectivement lisible et reçue. Comme on rentre avec la déclaration sociale nominative dans la fonction publique, on a fait quelques évolutions à l'intérieur de la norme, puisque c'est une seule norme et qu'il n'était pas question de recréer une nouvelle déclaration. Donc, on a des données spécifiques de la fonction publique. Par exemple, on a rajouté l'équivalent de la notion de contrat. C'est absolument indispensable dans la DSN. Or, dans la fonction publique, la notion de contrat n'existe pas. C'est le lien entre l'administration et l'agent. De la même façon, on a rajouté des déclarations de quotité de travail entre fonctionnaires et contractuels parce que dans le régime général, dans le secteur privé, la quotité de travail n'existe pas. Et puis, on a la gestion des détachements. Ça n'existe pas dans le régime général, dans le secteur privé, c'est exclusivement dans la fonction publique. Donc, ce sont des données qui ont été rajoutées dans la déclaration sociale nominative. Donc, je viens de terminer la deuxième partie. S'il y a une série de questions qui méritent d'être posées, que ce soit Pierre-Yves, Aurélie ou M. Cantao, si vous voulez intervenir avant la troisième partie, c'est possible. Je peux répondre quant aux attestations de salaire, par exemple. Parfait. Alors, bonjour, Aurélie Bois, donc je suis correspondante employeur à la Caisse primaire de Limoges. Donc, pour l'instant, on a suivi le démarrage des entreprises en DSN et donc on va suivre le vôtre. Concernant la question de Émy Cronier, à partir de quand devons-nous déposer une DSN événementielle pour les signalements d'arrêt de travail? Je ne répondrai pas pour les fins de contrat. Ça,
que pour la maladie. En fait, s'il n'y a pas de subrogation, vous êtes censé faire le signalement d'arrêt de travail dans les 3 jours qui suivent la réception du volet 3. S'il y a subrogation, vous avez le choix, soit vous la faites tout de suite, soit vous pouvez la faire également au moment de votre DSN événementiel. Vous faites en plus les événementiels. Et ça fait une attestation de salaire classique qui arrive chez nous et on peut payer. Attention à la date de fin de subrogation, ne jamais limiter la subrogation à la date d'arrêt. Alors, pour les entreprises classiques, on dit que c'est conventionnel. Pour vous, c'est un petit peu différent. Donc, si c'est un CDD que vous subrogez, vous mettez par défaut la date de fin de CDD. Sinon, nous, la Caisse primaire d'assurance maladie, en lien avec les services médicaux, l'IJ est versé maximum 3 ans. Donc, on dit aux entreprises de mettre 3 ans par défaut, s'il y a un changement, de faire une attestation rectificative ou de nous avertir pour réduire la période. Mais au moins, quand il y a des prolongations d'arrêt de travail faites par les médecins, on les reçoit et ça permet de ne pas avoir d'erreur, puisque si vous limitez la subrogation à une date et qu'on reçoit un arrêt en prolongation, les IJ seront versés à l'assuré et plus en subrogation. Donc, faites attention à ça. Alors, il y avait une question de Madame Fréchin qui disait « J'ai lu que la DSN devait être transmise le 5 ou le 15 M+1, mais à midi maximum. Est-ce bien le cas? Merci. » Alors, le cas, c'est effectivement le 5 ou le 15 à midi. La réalité, c'est que l'extraction a lieu le 5 ou le 15 le matin à 7 heures et la précaution voudrait que ce soit déposé effectivement avant le 3 ou le 13 de façon à ce que si un élément vous est donné en retour pour une DSN difficilement lisible ou avec des difficultés dedans, vous ayez la possibilité de la changer et non pas de faire le mois d'après des blocs correctifs sur cette DSN-là. Donc là, la date, l'échéance du 5 ou du 15, les échéances du 5 ou du 15 sont des jalons maximum. La période pendant laquelle vous pouvez déposer une DSN, c'est dès le lendemain de l'échéance précédente jusqu'à la veille de l'échéance en cours. En gros, le salaire de mars, qui est attendu le 5 ou le 15 avril. Alors, on va rester sur le 5 parce que ça va être plus simple pour moi pour vous le dire. Donc, elle est attendue le 5 avril. Vous pouvez la déposer le 6 mars, qui est le lendemain de l'échéance de mars, jusqu'au 4 avril. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Le 3 étant l'idéal. Mais ça vous permet, et ça répond à une question que vous n'avez pas encore posée, mais que vous n'avez pas tardé à poser, si je pars en vacances, si je suis absent, vous avez la possibilité de déposer la DSN en amont. L'échéance du 5 ou du 15, ce sont des jalons après lesquels la DSN est réputée, doit être déposée et réputée attendue, donc vous devez l'avoir faite auparavant. Alors, j'ai vu que M. Billard était parti sur bonjour à tous. La déclaration de 5 ou le 15 concerne les salaires versés du mois en cours ou celle du mois précédent. Eh bien, la déclaration du 5 avril, vous avez tout compris, c'est effectivement celle des salaires du mois de mars, puisque bien évidemment, il faut que la paye soit terminée. Alors, il y a une petite erreur d'appréciation dans les dates, puisque dans quelques régions, je ne sais pas si c'est le cas pour vous en Limousin, dans quelques régions, les trésoreries demandaient à récupérer les payes entre le 5 et le 10 du mois en cours pour pouvoir les faire. Donc déjà, il va y avoir un étalement de ces délais. Il n'est pas question de vous demander les payes terminées le 5 ou le 10 du mois. C'est absolument contraire à la loi. Et de toute façon, ça ne tient pas compte de la réalité de la paye. Et effectivement, la DSN est attendue à ce qu'on appelle M+1, c'est-à-dire le mois qui suit le moment où la paye a été faite. Alors, Madame Léon qui dit « Chez nous, on prépare les payes au plus tard le 15, exemple mars, paye transmise des GFIP, cotisation envoyée autour du 15, ici, par trimestre. » Madame Léon, vous avez tout compris. Effectivement, vous pouvez, à partir du 15 du mois, déposer la DSN, sachant qu'à mon avis, vous envoyez les éléments à la DGFIP et que les payes en retour vous sont validées. Et à ce moment-là, effectivement, la DSN peut être déposée. Donc, vous avez bien tout compris. Madame Chatillon,
Les URSSAF sont mensuelles, toutes les autres sont trimestrielles. La déclaration sociale nominative ne change rien aux cotisations, ni au moment du paiement de ces cotisations. Par contre, elle oblige effectivement à des transmissions de données mensuelles et non plus trimestrielles. Si les déclarations sont incluses substituées par la DSN, effectivement, vous les fournirez tous les mois. Si elles sont attendues que tous les trimestres, vous aurez 2 mois avec cette partie-là à néant et le 3e mois avec les données qui sont attendues pour le trimestre. Mais la maille, c'est le SIRET, la maille déclarative, c'est le SIRET, et le jalon calendaire, c'est le mois. Alors, pour être plus précise, le 15 mars, c'est les payes de mars, mais oui, ce que je vous disais, c'est que l'échéance DSN, c'est le 5 du mois qui suit, ou le 15 du mois qui suit. Donc, vous devez déposer votre DSN correspondant à la paye du mois de mars, si vous êtes à l'échéance du 15 entre le 16 mars et le 15 avril. Donc, comme vous faites la paye au 15 mars, c'est jouable. Et Madame Chevreux, alors là je vais vous faire une confidence. La loi oblige de payer le mois d'activité et pas le mois suivant. Alors, il y a une certaine souplesse qui existe depuis quelques années, mais ça n'est qu'une souplesse, ce n'est pas la loi. Et donc, vous continuez à le payer avec le décalage d'un mois. Au bout d'un moment, avec la mensualisation de la DSN, il ne sera plus en décalage, il sera simplement avec un mois de retard. Mais il faut que vous ayez en tête que c'est un mois de retard. Il faut que vous ayez en tête que le jour où il s'en va, vous devrez lui remettre le jour de son départ, puisque le droit du travail impose que vous lui remettiez les documents sans délai. C'est-à-dire le jour du départ, donc pas avec un mois plus tard. Et M. Contat, si vous voulez ouvrir le micro pour repréciser ce que vous dites sur les cotisations dues au centre de gestion, c'est absolument important, vous avez raison. Alors bon, attendez. Est-ce que vous m'entendez déjà? Parce que je n'ai pas encore... Très bien. Bonjour à tous. Je soulève ce problème parce qu'on a eu des retours justement par rapport à des collectivités qui nous ont dit « Ah tiens, on était en cotisation trimestrielle et là on est en DSN, donc qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis « Mais ça n'a aucun impact sur les cotisations au CDG. » Donc il me paraît important de souligner ce problème parce que certaines collectivités peuvent penser que les CDG reçoivent des données. Non, on n'a aucun regard sur les DSN. Donc, vos cotisations et déclarations vers vos CDG respectifs restent. Après, on peut faire le choix avec le CDG de passer en cotisation mensuelle ou trimestrielle. Ça n'a aucun rapport avec la DSN. C'est ce que je voulais préciser. Mais vous faites très bien. Je vous en remercie. Je vous en prie. Madame Léon, vous êtes formidable. Vous avez tout compris. Oui, c'est janvier 2022. Je vous remercie d'être là aujourd'hui, Madame Léon, parce que finalement, vous nous donnez les bonnes réponses à chaque fois. C'est parfait pour nous et je vous en remercie. Oui, vous êtes tous la DSN démarrera obligatoirement au mois de janvier parce qu'on a besoin d'avoir les 12 DSN consécutives pour se substituer à la DASU, par exemple, qui est une déclaration annuelle, mais il y en a d'autres qui sont substituées, peut-être pas pour vous, ce n'est pas forcément des déclarations que vous faites, mais au niveau de la DSN, oui, c'est indispensable. Donc, c'est au 1er janvier, et pour vous qui n'êtes pas encore en DSN, c'est au 1er janvier 2022. Vous devez rentrer pour les payes de janvier 2022, et donc, Madame Léon, comme vous avez bien compris, vous savez que c'est le 5 ou le 15 février qu'on attend les payes de janvier 2022. Est-ce qu'on doit faire les déclarations sur le site de l'URSSAF? Non. Le bordereau, si vous parlez du bordereau, non, le bordereau est remplacé effectivement par la déclaration sociale nominative. Après, ça dépend de quelle déclaration vous dites que vous déposez sur l'URSSAF, mais si c'est l'équivalent de la DUX pour son volet URSSAF, si c'est l'équivalent d'une autre déclaration, là, par contre, c'est une autre question. Sont substitués, vous allez le voir dans la présentation qui suit, d'autres éléments. Alors, Monsieur Boiron, je reviendrai sur votre question qui devient très technique.
Je reviendrai juste après la présentation parce qu'il y a pas mal d'éléments qui vont être portés par mes collègues dans la troisième partie, de façon à être directement en place. Mais je vous oublie pas, M. Boiron. Et si je vous oublie, rappelez-vous à ma mémoire sans aucune retenue. Du coup, Aurélie, tu peux prendre la main pour poursuivre sur le document, la troisième partie? Oui. Donc, rebonjour. Donc, je vais vous présenter, si ça passe, hop, la DSN et moi. Donc, il y a une page dédiée à la fonction publique sur le site Net Entreprise, avec surtout un lexique. On y reviendra un tout petit peu plus tard dans une autre slide, puisque c'est différent entre le privé et le public. À l'intérieur, il y a une base de connaissances qui centralise des fiches consignes. Il y a énormément d'informations. Et vous pourrez également créer un espace personnel voilà, qui permet de vous abonner pour recevoir des actualités. Il y a les liens, donc vous aurez les supports et vous pouvez les télécharger. Donc sur les liens, il y a notamment un guide de démarrage qui répertorie le calendrier avec les dates d'échéance, les fondamentaux, les modes d'inscription, le démarrage en tant que tel et les points d'attention sur lesquels il faudra porter toute votre attention. On y reviendra aussi un petit peu plus bas. Il y a des vidéos, des cas concrets, c'est facile d'accès. Donc, il y a forcément un module de formation pour vous sensibiliser. Pareil, vous pourrez cliquer ici. Vous verrez, il y aura un mémo d'accompagnement spécifique à la fonction publique, une présentation du dispositif de la DSN et comment réussir votre entrée en DSN. Il y a ensuite des MOOC. Alors, c'est un acronyme anglais pour faire des cours en ligne disponibles et gratuits, un e-learning en fait sur des cas concrets d'EP qui pourront vous aider pour des questions spécifiques. Donc voilà, on revient sur les termes utilisés. Donc c'est vrai que pour les entreprises et la question primaire, pour nous c'est un salarié quand on parle d'agent public. Une entreprise ou un tiers déclarant, pour vous ce sera l'organisme public ou l'administration, les salaires, le traitement et les contrats, la relation employeur-agent. C'est vrai que c'est un mode de communication différente, mais on s'en sort, on arrive à communiquer. Voilà. Donc ensuite, on vous a mis un petit cercle vertueux avec une belle animation. Donc, c'est ce que Didier disait tout à l'heure par rapport au SIRET, déterminer le SIRET qui déclare. Contrôler les SIRET et les lieux de travail, vérifier les numéros de sécu, l'identité. Donc, tous les numéros de sécurité sociaux sont identifiés, sont certifiés. Donc, il ne faut absolument pas qu'il y ait d'erreur dans la saisie. Une immatriculation se fait très rapidement. Sachez qu'on a un numéro de sécu depuis notre naissance et que si vous embauchez un jeune qui sort de l'école et qui vous dit qu'il ne connaît pas son numéro de sécu, il suffit qu'il demande l'attestation de droit auprès de l'organisme de sécu de ses parents. Il y aura bien le numéro de sécu des parents et s'il est sur le dossier des parents, il aura bien son numéro de sécu qui apparaît. C'est important et on a eu des fois des erreurs, des entreprises qui mettaient le numéro de sécu des parents alors qu'ils avaient embauché un enfant, enfin un jeune de plus de 16 ans, 17 ans. Sachez qu'il faut bien avoir le NIR de l'individu, de la personne que vous embauchez, c'est important. Donc ensuite, avant de tout envoyer, vous avez différents fichiers de contrôle qui vous diront les petites erreurs possibles que vous pouvez corriger. Et on reviendra sur les comptes rendus. Ça, c'est extrêmement important de les suivre. Donc là, ça reprend de façon détaillée le cercle vertueux. Donc, vous pouvez regarder et si vous avez des questions, vous les poserez, mais ça détaille un peu ce qu'on vient de dire. Il y a les liens.
voilà, des fiches de connaissances, DSN Val, votre tableau de bord. Didier en a parlé tout à l'heure. Donc, selon si vous avez un logiciel de paye ou dans Net Entreprise, surtout au démarrage, il faut vraiment suivre de très près votre tableau de bord, puisqu'il y a différents comptes rendus. Et en fait, vous pouvez très bien recevoir un compte rendu, donc le premier qui vous dit que votre demande est conforme, votre DSN mensuel ou événementiel donc est OK, elle va partir. Par contre, il y a d'autres comptes rendus derrière qui peuvent vous dire que malheureusement, l'assurance maladie n'a pas reçu l'attestation de salaire parce qu'il y a un mois de salaire qui a été bloquant, une petite anomalie. Donc, ça vous dira que c'est KO. Et dans ces cas-là, il faudra refaire une attestation de salaire. Mais voilà, ce n'est pas parce que le premier compte rendu vous dit que votre attestation est conforme que nous, derrière, on va recevoir, je parle pour l'assurance maladie, votre attestation de salaire. Donc, surtout au début, il faut vraiment suivre vos comptes rendus. Donc, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que disait Didier. Il l'a déjà parlé. Je pense s'il y a eu des questions, on a répondu. Le 5 du mois, le 15 du mois, les échéances. Ça, il l'a dit. Si vous pouvez faire une annule et remplace tant que la date n'est pas passée. Après, il faudra faire une régularisation. C'est un traitement un peu différent. Ça a été dit. En cas d'erreur, donc si le contrôle est bloquant, la DSN ne peut pas être déposée. Vous corrigez les petites erreurs, vous refaites un contrôle. En fait, il y a une erreur, vous lancez le logiciel de contrôle. Il y a à nouveau une erreur. Tant que le contrôle n'est pas OK, vous ne pourrez pas la déposer. Et donc, il y a des contrôles non bloquants. La DSN est déposée et acceptée. Des notifications d'erreurs arrivent, mais vous pourrez les corriger. Voilà, jusqu'à la date d'échéance, évidemment. Donc là, voilà, c'est ce qu'on disait. C'est le tableau de bord extrêmement important pour vous, donc tout au long de votre DSN, mais essentiellement au démarrage. Il faut vraiment bien le suivre. C'est ce que je disais tout à l'heure, les différents comptes rendus, s'il y a un avis de rejet, si l'attestation est conforme ou si elle est KO. Si vous avez des questions, on y répondra. Je passe. Ça, Didier vous l'a rappelé tout à l'heure, il y a 40 déclarations qui sont remplacées par le système DSN. En fait, c'est un changement d'organisation de travail pour vous. Mais par contre, il y a clairement un gain de temps et toutes les entreprises privées nous l'ont fait remonter. Au début, ils ne se rendaient pas compte. Et puis, vu que leur organisation de travail changeait, ça les a pas mal perturbés et ils n'avaient pas l'impression de… Et au final, quelques semaines, quelques mois après, toutes les remontées étaient extrêmement positives. Malgré les petits couacs qu'il y a eu au début et puis le privé a essuyé les planches, ça se passe très bien, les entreprises sont ravies. Et il faut vraiment vous rassurer par rapport à ça. Il y a un réel gain de temps. Vous n'allez pas vous en apercevoir tout de suite, mais à terme, vraiment, c'est flagrant, surtout en fin d'année et par rapport à toutes les déclarations qu'il y avait à faire avant. Voilà. Et les derniers conseils, donc évidemment, de vous rapprocher de votre éditeur. Quand tout à l'heure, quelqu'un posait la question par rapport aux 3 mois d'historique pour l'attestation de salaire, je vous confirme, puisque un arrêt de travail maladie est indemnisé avec les 3 mois de salaire précédents. Donc, un arrêt de mars, nous allons prendre les payes en référence décembre, janvier, février. Donc, en effet, quand vous entrez en DSN mensuel, il faudra attendre 3 DSN mensuels pour faire vos premières DSN événementielles et qu'on puisse savoir les 3 salaires précédents. Donc ça, vos éditeurs sont évidemment de bons conseils et savent également comment ça fonctionne. L'environnement de test, vous pouvez envoyer des DSN tests. Ça vous permet de vous familiariser avec le système, tout simplement, parce que évidemment, pour vous, c'est quand même un grand changement. Et donc, bien sûr, après, si vous avez des questions, c'est ce qu'on disait, vous pouvez vous inscrire, créer un compte sur Net Entreprise. Il y a différentes, des foires aux questions, les MOOC dont je vous parlais tout à l'heure et évidemment, tous les moyens de communication qu'on peut avoir. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Et je n'ai pas lu les questions, donc je ne sais pas s'il y a des questions.
Ces grands moments de solitude sont terribles quand on se sent tout seul. Oui, c'est que j'ai été très claire en fait. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Il y a quelques questions auxquelles on a fait les réponses en direct dans le support. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est, Monsieur Contao, c'est d'avoir votre avis, votre retour par rapport à la pratique de la DSN, ce que ça vous a imposé au départ, et puis les bénéfices que vous en tirez quelques mois après avoir démarré son usage. Que dire à part et il y a eu des complications, il y a eu des mois où on a fait des erreurs et pour les corriger après, c'était un peu technique, mais avec l'éditeur du logiciel de paye, on a pu faire des blocs, des virgules, ce qui permet de modifier les erreurs, ce que vous avez bien expliqué. Donc moi je pense que c'est un bon système parce que ça nous facilite les choses, donc, tout simplement. On n'a plus de passereau à faire, on n'a plus de, comment dire, on n'a plus d'URSSAF à déclarer à part. Et dans quelques années, enfin dans quelques mois, il n'y aura plus de déclaration d'obligation des personnes, des travailleurs handicapés. Donc je pense, nous, ça nous a tout simplement facilité la vie, quoi. Après, si les gens ont des questions sur la mise en œuvre, donc vous avez bien conseillé qu'il fallait se rapprocher des éditeurs, des logiciels. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Et c'est notre deuxième année de déploiement et moi, je trouve ça pratique. Voilà. Merci, Monsieur Contao. bon, j'ai essayé d'échapper à la question de Monsieur Boiron, mais il va falloir que j'y réponde quand même sur le contractuel. Alors, je remonte à votre question, Monsieur Boiron. Hop. Contrat du 1er au 30 mars, paye établie le 15 mars, payé à l'agent le 26 mars. Au 31 mars, l'agent a fait plus heures complémentaires qui lui seront donc payées en avril. Comment seront-elles incluses dans la déclaration Pôle emploi? Eh bien, c'est une très bonne colle parce que s'il a quitté votre collectivité le 30 mars, il devait la quitter avec tous les documents. Et qu'effectivement, il y avait lieu de faire tourner un train de paye le 30 mars pour lui régulariser l'ensemble de son contrat, y compris les heures complémentaires qui ont été effectuées pendant le mois de mars. Ça, c'est ce que vous dirait la loi. Après, ce que vous dit la réalité, c'est que vous allez faire établir une attestation employeur pour cette personne auprès de Pôle emploi qui ne tient pas compte de la totalité de ses revenus. Pôle emploi ne reçoit pas les données de la DSN, donc ils vont utiliser ce que vous allez transmettre dans le signalement fin de contrat de travail unique. Et dans le signalement fin de contrat de travail unique, que vous allez envoyer dans un délai rapide après le 30 mars, c'est-à-dire aux alentours du 5 ou 6 avril, vous allez tenir compte des données que vous avez transmises dans la DSN de mars à échéance du 5, et vous allez dedans rajouter les données que vous allez payer, ce que vous avez payé en avril, avec effectivement une date de validité sur mars, puisqu'on va pouvoir donner une date d'effet de la paye qui peut être différente de la date d'effet de la DSN. Par contre, ce qui va rentrer en compte, ce qui va rentrer en jeu, c'est que les droits à chômage que va avoir cet agent seront altérés des sommes qui ne lui ont pas été versées dans les délais légaux, même si effectivement c'est une question de pratique de paye. Alors, entre l'adaptation de la pratique de paye et la loi, je pense qu'à un moment ou un autre, il va falloir que ça se retrouve sur le même terrain. Mais aujourd'hui, si c'est quelque chose qui vous est impossible, de toute façon, la DSN ne rend pas possible ce qui était impossible. La déclaration de Pôle emploi, normalement, vous devez l'avoir faite au dernier jour de son contrat. Sauf que dedans, comme il y a des éléments de paye qui ne sont pas produits, vous ne pourrez la produire que
une fois qu'elles seront incluses. Et donc, de toute façon, dans ce cas-là, vous serez hors la loi aussi. Je sais bien que c'est les grands mots, hein, hors la loi, on n'est pas dans le... On ne va pas vous couvrir de goudron et de plumes. Mais normalement, les éléments sont faits pour répondre à la norme et à ce qui se fait habituellement. Et ce qui se fait habituellement, c'est qu'on rémunère les gens et ils doivent, le droit du travail vous impose de lui fournir ces documents de fin de contrat de travail sans délai. Et donc, le calcul doit être inclus. Et d'ailleurs, je me demande si dans les éléments que vous lui transmettez, M. Boiron, vous ne faites pas un précompte de ce qui va être validé dans la paye d'avril. Mais et si c'est en avril, il sera considéré comme ayant une rémunération en avril. Donc, effectivement, il n'est pas en fin de contrat en mars. C'est vraiment la différence entre le droit du travail, le droit social et le code de la sécurité sociale et le code de la DGFiP, sachant par exemple que pour nos collègues de la sphère fiscale, la date qui importe, c'est la date à laquelle l'argent a changé de poche. Donc en réalité, le PASS, il doit porter sur la paye qui a été établie en mars, les impôts seront prélevés sur cette paye-là, au mois de mars, et seulement au mois d'avril seront prélevés les éléments que vous allez porter en plus dans la DSN d'avril, de toute façon, qui ne sera publié que le 5 mai, mais il y aura un prélèvement, un PASS qui aura été fait entre-temps sur les heures supplémentaires. J'espère avoir été peut-être pas compréhensible, mais au moins à peu près complet. N'hésitez pas à compléter votre demande si vous estimez que je ne vous ai pas donné tous les éléments qui vous permettent d'y répondre. Ensuite, c'est mes collègues de la CEPAM qui pourront... Ah bah ça y est, vous ont déjà répondu. Un contractuel en arrêt de travail pour qui on n'a pas fait 3 DSN, on devra continuer à... Eh bien, bienvenue au club de celles qui ont bien compris. Madame Mian, bravo, vous avez tout à fait raison. Effectivement, vous devez continuer à faire une DSIJ sur Net Entreprise parce que l'ancienneté dans la DSN ne permet pas d'avoir la substitution de la DSIJ. Donc, ce que je vous disais, vous regardez ce qu'on vous demandait dans la DSIJ. Si c'est déjà transmis dans la DSN, vous n'avez pas besoin de le refaire, vous faites un signalement. Si la totalité n'est pas transmise dans la DSN, vous devez faire la déclaration qui n'est pas substituée. Madame Sartori, faudra-t-il toujours effectuer des déclarations récapitulatives annuelles, janvier de chaque année? Eh bien, j'imagine que vous n'êtes pas encore en DSN, vous y serez au 1er janvier 2022. Donc, en janvier 2022, vous devrez faire la DASU pour 2021. Mais comme vous allez rentrer en DSN au 1er janvier 2022 et qu'ensuite vous allez déposer les 12 DSN mensuels de 2022, au 1er janvier 2023, vous ne ferez pas de déclaration annuelle. La déclaration annuelle servait à rendre nominatif toutes les autres cotisations que vous aviez versées, soit au trimestre, soit au mois. Or là, la DSN étant nominative, toutes les cotisations sont affectées au bon organisme et pour la bonne personne. N'hésitez pas à prendre des questions, hein, mes collègues. Bon, il y a une question de Madame, de Monsieur Billard sur la DSN. Je ne sais pas si ça a été répondu ou pas. Ça concernait les déclarations annuelles pour les SFT, l'ATI, et puis qu'en est-il des déclarations CDG qui l'on fait au trimestre? Pour les CDG, ça ne change pas. Les CDG n'ont aucun accès sur la DSN. Je parle sous votre contrôle, bien sûr. On n'a aucune main sur les DSN, donc vous continuez vos déclarations CDG telles que ça se faisait avant. Alors, j'ai une relation particulière avec M. Boiron, donc je vais répondre à sa question à nouveau. Oui, effectivement, vous avez dû lire sur le site de Pôle emploi une réponse qui ne tenait pas compte du signalement fin de contrat de travail unique, qui permet d'emporter, mais ce qui veut dire que dans le cadre des agents contractuels de droit privé ou public, de toute façon, il faut qu'il y ait l'ancienneté de déclaration sociale nominative qui soit portée pour pouvoir être remplacé par le signalement fin de contrat de travail. Et la DGAFP précise que les signalements sont attendus
en 2023. Donc, courant 2022, comme il faudra les 12 mois, à partir de votre entrée, janvier 2023, vous ferez par le biais du signalement d'événements, signalement fin de contrat de travail unique. Mais aujourd'hui, sur le site de Pôle emploi, on vous répond qu'il faut passer par l'attestation sur Net Entreprise, sachant que l'attestation mensuelle employeur, l'AME, ou l'attestation dématérialisée disponible aujourd'hui disparaît au 1er janvier 2023. Elle n'existera plus. Donc, vous ne pourrez plus le faire par ce biais-là. Donc, l'information que je vous donnais était un peu en avance, pas assez précise pour que ça réponde correctement à la question initiale. Mais du coup, merci de me le faire préciser. Mais oui, oui. La TACL, oui, on ne passe pas par la DSN. Eh bien, Madame Arnal, si l'agent n'a pas fait assez d'heures, vous ferez un bloc correctif négatif dans la DSN de façon à corriger sur la bonne période les éléments de salaire qui ont été versés et attribués à tort. Mais ce sont des blocs correctifs, donc si l'agent est payé en mars, ça veut dire que est-ce que c'est la paye de mars déposée en avril? Si oui, si la DSN a été déposée en avril et qu'elle tenait les comptes des éléments de mars qui n'étaient pas complets, vous les modifiez en mai. En mai, vous allez le 5 mai, qui est l'échéance de la DSN du mois d'avril, qui va porter les corrections de la paye du mois de mars, qui elle-même a été déposée le 5 avril. Je ne sais pas si mon saut de puce en arrière sur les jalons est clair, mais oui, on peut les éléments transmis dans les blocs correctifs de la DSN peuvent être en négatif. Par contre, il faut vraiment bien vérifier que ce que vous mettez en négatif n'impacte pas d'autres éléments de déclaration. Mais vous avez les fiches consignes qui sont disponibles sur Net Entreprise qui vont vous donner des réponses exactes. On va la rechercher et on vous le mettra dans les réponses écrites des questions. Alors, vous les listez là, Madame Plantelini, c'est compliqué. Par contre, vous les avez directement sur le site Net Entreprise. Vous y accédez dans la partie, effectivement, des éléments qui sont à disposition et qui évoluent. C'est un petit peu compliqué. Celles qui sont substituées, de toute façon, ce qui est substitué aujourd'hui par la DSN, c'est la DATSU, la DUX et Passero, bien évidemment. Surtout, dès que vous êtes en DSN, le prélèvement à la source étant fait par la DSN, vous ne faites pas de Passero, sinon il y aura un double prélèvement des impôts. CNRACL, Madame Belloni, elles seront emportées par la DSN. Par contre, ATIACL, non. ATIACL n'est pas dans la DSN aujourd'hui, donc vous devrez continuer à faire la déclaration bilatérale avec eux. Sur PEPS, dont on a appris hier que c'était la plateforme d'éléments. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Les titulaires DSN 2022, les contractuels de droit public, pas avant 2023. Madame Léon, vous avez fait exprès de trouver une réponse qui cassait la gentille remarque que je vous faisais depuis tout à l'heure. Non, il y a une différence entre ce qu'il est possible et ce qui est attendu. Aujourd'hui, les droits au chômage pour les titulaires, puisque là on parlait de Pôle emploi, ça va être une procédure spécifique pour l'instant, puisque dans le cadre des démissions et des sorties, les droits au chômage sont pas les mêmes, l'État étant son propre assureur. Au niveau de l'assurance maladie, ne sont attendus les signalements d'événements pour les contrats, les autres que les contractuels de droit privé, c'est-à-dire contractuels de droit public et les fonctionnaires, ça n'est pas attendu avant 2023. Mais ce que je disais, c'est que de toute façon, en 2022, vous n'aurez pas, pour Pôle emploi, les 12 mois nécessaires pour substituer la déclaration de fin de contrat. Donc, elle sera obligatoirement à faire. Pour l'arrêt maladie, dans la mesure où, effectivement, il n'y a pas… C'est aussi un autre petit truc que vous pouvez avoir en tête et que vous pouvez vous poser comme question pour savoir quel événement
quelle attitude avoir. Qu'en est-il du revenu de l'agent ou de la personne, quel que soit son statut? Si son statut lui garantit son revenu, vous n'avez pas d'obligation de faire un signalement d'événement immédiat, puisque de toute façon, il n'y a pas de substitution qui va être faite et le revenu va être versé, il n'y a pas d'interruption des revenus. Si par contre, il y a interruption des revenus, il faut que vous calculiez à partir de quand, et effectivement, il faut que ça soit l'assurance maladie ou que ça soit un autre organisme, il faut que le revenu de substitution lui soit versé. Et puis, petite précision, dans certains cas, avec des arrêts maladie longue durée, par exemple, vous avez au bout de 30 jours les cotisations retraite qui sont prises en charge et d'autres non. Donc, de toute façon, il faudra effectivement porter soit dans le signalement d'événement, soit dans la DSN s'il n'y a pas eu interruption des traitements, l'information qu'il y a cet événement qui est survenu, parce qu'à ce moment-là, les cotisations retraite, par exemple, seront prises en charge dans certains cas et pas dans d'autres. Donc, il faut qu'on puisse, dans le corps de la déclaration sociale nominative, imaginer ça. Mais là, vous allez avoir une super démonstration qui vous sera proposée en mai, puisqu'on va refaire des présentations. Je grille un peu ce qu'allaient vous dire mes collègues pour clôturer la présentation, mais vous allez avoir des super présentations sur les cas de paye bien pratiques, bien particuliers. Et en septembre, on fera plus une présentation sur comment faire en dernière limite pour effectivement entrer en DSN correctement au 1er janvier 2022, donc au 5 février 2022. Madame Bonder, mais oui, si un agent passe en demi-traitement en cours de mois alors que la paye est déjà faite, la DSN ne sera pas correcte, mais la paye n'est pas correcte non plus. Et comme la DSN est le reflet de la paye, vous en tirez vous-même, vous avez raison, les conclusions. La DSN n'est pas correcte, la paye n'est pas correcte. Quand vous corrigez dans la paye le mois d'après, ben vous corrigerez dans la DSN. C'est relativement… ça paraît un peu trop simple pour être vrai, mais si. Ce que je vous disais au début, quand la paye est faite, la DSN est réputée prête. Quand vous faites la paye, si tous les éléments ne sont pas dedans, vous les corrigez dans la paye suivante, je pense, et là, vous les corrigerez dans la DSN suivante. J'espère que c'est… pour moi, ça a l'air tellement simple et naturel, mais j'espère qu'au moins mes explications le sont autant, parce que ça vous donne des éléments de réponse et ça vous permet aussi de retrouver. Maintenant, rien ne vous empêche d'aller sur Net Entreprise. Avant, il y avait DSN Info, mais DSN Info est intégré à Net Entreprise, la base de connaissances sur la DSN. Rien ne vous empêche de poser des questions, d'aller voir les fiches consignes, et s'il n'y a pas de réponse à la question que vous posez, vous la posez par le petit formulaire. On vous a montré qu'il y avait un lien à la fin de la présentation et un formulaire pour interpeller et interroger. C'est d'autant plus intéressant qu'il n'y a pas de questions idiotes. Alors, je ne dis pas que celle-là c'en était une ou pas, mais à la base, il n'y a pas de questions idiotes. Et en même temps, il est fort possible que certaines questions ne soient pas documentées ou que certains cas ne se soient pas encore présentés. Donc, n'hésitez pas à le signaler non plus, parce que quand vous posez une question pour laquelle on n'a pas apporté la réponse, on va la documenter, et ce qui veut dire que vos collègues, quand ils viendront avec la même question un peu plus tard, ils trouveront la question directement, et ça sera beaucoup plus simple. Donc, n'hésitez pas à poser les questions. Monsieur Billard, la récupération des taux d'imposition passeront pour les paies se fera à partir de 2022 via le flux DSN et remplacera le portail Net Entreprise. Beaucoup d'informations dans une seule phrase, monsieur Billard, donc je vais essayer de les reprendre. Passereau, c'est passage pour les revenus autres, c'est le véhicule technique avec lequel vous faisiez les déclarations qui permettaient de faire le prélèvement à la source, le PASS. Le PASS est emporté par la DSN, donc à partir du moment où vous faites la DSN, vous ne faites plus de passereau. Sinon, vous aurez deux impositions et ensuite, ce sera à l'agent d'aller sur le portail des impôts, mesimpôts.gouv, pour demander un remboursement parce que vous n'avez pas la main sur les remboursements par les impôts des déclarations en double. Donc, quand vous êtes en DSN, vous ne faites surtout plus de passereau. Et le retour que vous avez en passereau, ça s'appelle un compte rendu métier. Le compte rendu métier, il arrive aussi en DSN. Donc, le taux de passe qui vous était transmis par passereau va vous être transmis par la DSN directement dans les comptes rendus métiers. Et du coup, le portail Net Entreprise, lui, reste actif parce qu'il y a des tas d'autres déclarations et d'autres choses qui sont en place. Mais dans votre tableau de bord, vous aurez des éléments qui sont mis en place. Donc, c'est les taux d'imposition
le CRM du PASS revient par la DSN comme il revenait par Passero. Eh bien, Topaz, c'est pour obtenir un taux en amont. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ça continue à exister. J'ai une autre très bonne nouvelle pour vous. La durée de validité d'un taux de passe, qu'il arrive par Topaz, par Passero ou par la DSN, reste de 2 mois. Donc, un taux que vous obtenez en février, en retour en février, il est valable mars-avril. Donc, pour la paye de mars et pour la paye d'avril. Donc, même si vous n'avez pas reçu le compte rendu métier, que ce soit par Passero en ce moment ou par la DSN dans quelques temps, le taux que vous continuerez à appliquer, c'est le taux dont vous aviez connaissance puisqu'il est valable 2 mois. Et aujourd'hui, on n'a pas d'exemple de taux qui n'ont pas été transmis. Par contre, Topaz, c'était utile pour obtenir le taux d'un salarié ou d'un agent alors qu'il n'était pas encore rentré chez vous, qu'il n'était pas encore dans la DSN, de façon à préparer la paye pour faire que quand la paye tournait, on avait le bon taux tout de suite. Topaz continue à exister, mais en même temps, il va être inclus à l'intérieur d'un nouveau signalement d'événements. Donc, on vous a parlé du signalement d'événements arrêt maladie, on vous a parlé du signalement fin de contrat de travail. Maintenant, je vais vous parler d'un autre signalement qui s'appelle le signalement d'amorçage de données variables, qui permet de faire rentrer un individu dans le système d'information DSN avant la première paye. Parce que vous savez que la DSN étant le reflet de la paye, il faut qu'on ait la première paye pour qu'un individu soit dans le système. Et pour revenir à la question de M. Boiron et du cas qu'il nous donnait tout à l'heure, avec le salarié qui était entré effectivement le 1er mars et qui sortait le 30 mars et qui était dans la DSN du mois de mai, s'il était rentré au 1er mars et sorti au 18 mars, vous ne pouvez pas le mettre dans la DSN puisqu'il n'est pas connu. Le signalement d'amorçage permet, et d'une, de signaler que cette personne va rentrer au 1er mars dans la collectivité ou démarre son contrat le 1er mars. Ça le permet de l'inscrire dans la DSN et donc vous allez pouvoir le sortir par la DSN alors même qu'il n'a pas eu encore sa première paye. Et en plus, la DGFiP va vous adresser les éléments du taux de passe de façon à ce que vous puissiez paramétrer correctement son compte dès le début. Donc Madame Raffin, oui, Topaz continue et il est augmenté par ce signalement et les éléments et la valeur, la validité du taux qui est rentré avec Topaz reste toujours de 2 mois. Alors, M. Boiron, oui, le signalement fin de contrat peut être fait avant la fin du mois, à partir du moment où il est au format fin de contrat de travail unique et qu'il est transmis avec les données de paye qui sont dedans. Et si, bien évidemment, le statut du salarié lui ouvre ses droits à chômage. Mais oui, oui. Oui, c'est une très bonne nouvelle, vous avez raison, M. Boiron. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et c'est surtout quelque chose qui va nous permettre de travailler et de ne pas laisser en dehors de la DSN tous les contrats inframensuels. On a quand même 2 particularités en France, c'est qu'on a un bilan qui s'établit du 1er janvier au 31 décembre, alors que l'année fiscale américaine, c'est septembre-octobre. Donc, on ne parle plus d'années, on parle de 12 mois consécutifs, 12 déclarations DSN consécutives. Et en même temps, on a une évolution du droit qui a consisté à dire qu'un contrat, un salaire n'était pas seulement mensuel, qui pouvait porter sur 2 mois et être infra ces 2 mois, c'est-à-dire un contrat qui va du 28 mars au 9 avril. Il est sur 2 mois, il devrait être sur 2 DSN. En réalité, avec l'amorçage de données variables, on le fait rentrer dans la DSN au mois de mars, et avec le signalement fin de contrat de travail unique, si son statut lui permet, on le fera sortir pendant le mois d'avril, en dehors de la DSN. Les éléments de paye continueront à être transités par la DSN d'avril, qui, elle, effectivement, sera transmise le 5 mai, mais le signalement permettra l'établissement des documents et surtout vous permettra d'être au clair avec ces contrats inframensuels et quelquefois multimensuels. Et ça va d'autant plus être utile, vous allez voir, quand on va aborder les sujets que vous connaissez bien, des pluri-employeurs, multi-employeurs et pluricontrats avec différents, effectivement,
des contractuels. Bon, je pense que je vous ai bien noyé dans toutes mes réponses. Je vois que mes collègues apportent beaucoup de réponses par écrit aussi, ce qui va être utile. Hop, je remonte un peu. Alors, Monsieur Boiron, la date de la mise en service de ce signalement d'amorçage, normalement, vous devriez l'avoir dès le mois de juin, mais je ne suis pas sûr qu'il soit accessible pour tout le monde, puisque chez nous, la phase pilote est terminée, donc ils doivent être en cours de déploiement dans les logiciels, et je pense que certains logiciels ont déjà ce signalement d'amorçage de données variables en place dans la version que certains d'entre vous ont déjà entre les mains. Mais au 1er janvier 2022, ça sera en place, c'est sûr. Puisqu'on sera sur la norme, il y a un millésime de normes qui fonctionne avec les DSN et qu'on sera dans le millésime 2022 dès le mois de septembre. Donc, dès le mois de septembre, on saura si la norme 2022 emporte systématiquement le signalement d'amorçage de données variables. Si mes collègues veulent reprendre la main, puisqu'on a réussi à épuiser une bonne partie des questions. Merci Didier, en tout cas pour tous ces éclairages, parce que c'est vrai qu'au niveau métier, on a chacun nos terrains de prédilection. Après, ce qui est intéressant à savoir, c'est que là, on était sur une sensibilisation, c'est-à-dire sur une première vague destinée à une entrée imminente en DSN. Sachez déjà que le 20 mai prochain, le jeudi 20 mai, on programme une session de présentation des supports qu'on appelle des niveaux intermédiaires. On va être plus dans des cas concrets, plus pragmatiques, ce qui vous permettra déjà d'avoir l'exposition de cas concrets et de pouvoir répondre aussi à des questions techniques. En l'occurrence, on profitera aussi de la participation de nos collègues d'autres organismes de protection sociale tels que l'URSSAF qui pourront apporter aussi leurs éclairages. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le replay donc, de l'ensemble du webinaire est mis à disposition. Donc, vous pouvez le visionner sans souci derrière. Nous sommes de toute façon disponibles au niveau du comité régional Limousin, mais pas que, parce que je vois qu'on a des inscrits de toute la France. Hein, donc, vous pouvez vous inscrire au niveau des comités régionaux qui vous concernent hein, en termes de territoire. Pour autant, on est aussi à même de répondre à vos questions. Ça ne pose pas de souci. La date du 20 mai concerne-t-elle uniquement le Limousin? Oui, parce qu'en fait, pour le Limousin, on a calé cette date-là, tout en sachant que nos collègues sur les autres régions proposent aussi une session de présentation, mais sur d'autres dates que vous retrouverez en fait sur le portail de Net Entreprise dans le cadre des rencontres extra. Oui, de façon plus claire. Alors, Madame Dorvaux, je n'ai pas la date encore pour la Bretagne, mais en réalité, vous avez vu certaines questions, certaines réponses signées Sophie Caillot, qui travaille avec moi au GIP, et on s'arrange l'un ou l'autre pour être toujours présent aux côtés des différents comités régionaux pour apporter peut-être quelques réponses techniques ou pratiques sur des sujets un peu plus généralistes que les sujets métiers dont parlait effectivement Monsieur Guibert. Mais du coup, c'est pour ça que ça s'échelonne. Vous êtes l'avant-dernier de cette première session. On vient de passer 15 jours avec 2 présentations par jour dans tous les sujets, enfin dans toutes les régions, pardon. Et effectivement, au mois de mai, on aura le même rythme et au mois de septembre encore le même rythme. Mais en même temps, comme vous le proposez
Guibert, on a d'autres activités au niveau des comités régionaux. Il y aura sûrement d'autres rendez-vous qui vous seront proposés, peut-être sur d'autres sujets. N'hésitez pas à revenir vers eux, à vos interlocuteurs. Oui, c'est une précision qu'on n'a pas apportée et que je vous apporte tout de suite. On a effectivement, pardon, on a effectivement des représentants locaux des comités régionaux, c'est-à-dire ce sont les représentants des organismes de protection sociale. Nous sommes en lien avec les conseillers retraite de la CDC, nous sommes en lien avec les conseillers de la DGFiP. Vous avez vu que les centres de gestion, et M. Cantao, qui est avec nous aujourd'hui, le démontre bien, sont à fond dans le système. Et du coup, on va vous proposer aussi d'autres rendez-vous. C'est pas parce qu'on passe sur une procédure entièrement dématérialisée avec un lien informatique, on vous dit oui, ça va de machine en machine ou autre, mais derrière les machines, il y a des humains et dans les organismes, il y a des humains, vous avez déjà des contacts avec eux, c'est pas toujours facile de nous joindre, parce que malheureusement, on est un peu dans le même rythme que tout le monde et on se retrouve avec une surcharge de travail et je remercie d'ailleurs mes collègues de l'assurance maladie et des CEPAM qui sont présents parce que les fameuses cellules de contact tracing ou le gros travail qui est mené en ce moment pour assister l'ensemble des Français dans le cadre de la pandémie Covid-19, les mobilise énormément et trouver le temps de venir avec nous travailler sur ces sujets. Je tenais à vous en remercier et à saluer le travail que vous avez déjà fait. Et pour répondre donc à M. Boiron, on ne fera pas de paramétrage, on ne fera pas d'accompagnement personnalisé sur le paramétrage. Par contre, si vous avez besoin d'éléments, si vous avez rencontré un souci particulier pour lequel il n'y a pas de solution et pour lequel vous n'avez pas reçu de réponse de la part du support de Net Entreprise, qui donc est accessible par ce petit lien qu'on vous a mis à la fin de la prestation, il y a une adresse mail qui s'appelle limousin@gip-mds.fr. Et je ne vous l'écrirai pas, parce que sinon vous allez l'utiliser pour envoyer plein de trucs, mais je vous la répète. C'est facile, c'est le nom de la région. GIP-MDS, comme groupement d'intérêt public, modernisation des déclarations sociales.fr, derrière lequel se trouvent les membres du comité régional. Et puis au niveau du GIP, on est en copie de la boîte aussi. Donc s'il y a des questions extrêmement pointues, on se fera un plaisir d'essayer de vous y répondre. Mais normalement, je pense que c'est un engagement qu'on a pris dans toutes les régions et qu'a déjà pris Thierry Guibert et les collègues du comité régional Limousin. Il n'est pas question de vous laisser tout seul en face d'une angoisse au moment de rentrer dans la DSN, que ça soit que ça soit compliqué, que ça demande du travail, que ça vous demande de l'attention, oui, que ça vous crée de l'angoisse ou que ça crée des situations de désespoir, il n'en est pas question. Ça marche très bien pour des dizaines de millions de lignes de salaire. Ça marche pour d'autres collectivités qui ont commencé à rentrer en janvier 2020. Donc ça marchera pour vous et on va vous y aider parce que on va vous y aider parce qu'on a tout intérêt à ce que ça fonctionne bien. Et Mme Planteline qui redemande l'adresse, vous avez vu que j'ai fait exprès de la dire vite pour pas que vous puissiez nous écrire. Hein. Et en même temps, je mange mes mots exprès, mais M. Cantao est en train de vous l'écrire. Vous voyez, vous êtes même aidé par le centre de gestion qui vous donne mon adresse. Pour que, comme quoi le lien qu'il y a entre nous et la façon dont je vous promets. Non, monsieur Cantao, vous êtes bien en train de l'écrire, l'adresse, non? Allez, Madame Léon, j'aurais pas dû vous chercher tout à l'heure. Je m'en excuse. Allez, je vais vous l'écrire en direct, comme ça au moins, vous n'allez pas. Je vous remercie en tous les cas pour votre gentillesse et pour l'humour dont vous faites part pour cet après-midi. Ça nous aide vraiment à avancer sur le sujet et ça nous fait plaisir d'être à vos côtés pour avancer. Et Madame Pierre, oui, bien sûr, vous pouvez vous inscrire dans une autre région. C'est le même support. Alors, bien évidemment, ça risque d'être de moindre qualité dans une autre région puisque vous n'aurez pas M. Guibert, Mme Brière et M. Cantao, mais vous en aurez d'autres qui effectivement peuvent être efficaces. Et puis surtout, oui, vous avez la possibilité, vous allez en dessous la petite cloche,
Et comme c'est dans les dernières interventions, je le dis avec plaisir, la petite cloche, c'est pas en dessous ma photo, mais la petite cloche en haut à droite, vous avez normalement un petit nuage qui vous permet de récupérer ce support. Si ce n'est pas le cas tout de suite, dès qu'on aura fini la présentation, le replay va se calculer et va être mis à disposition et vous aurez accès aux questions et aux réponses et vous aurez accès à nouveau à nos présentations. Mais bon, n'ayez pas de doute, la fin sera la même. C'est un peu comme tous les films. Ça ne sert à rien de les regarder 10 fois si vous avez la bonne info. Je laisse la main à l'animateur du comité régional pour conclure. Je vous demande juste de faire attention à vous et de protéger les vôtres. C'est une période compliquée et c'est vraiment important qu'on s'en sorte tous le mieux possible et le plus vite possible. Merci beaucoup Didier, merci à toutes et à tous. Merci Monsieur Contao pour votre intervention, votre accompagnement sur le déploiement de la DSN, un accompagnement de la part du centre de gestion de Haute-Vienne qui est fortement apprécié. Merci à Aurélie Bois pour les réponses techniques et pertinentes sur la partie, entre autres, maladies et tout ce qui est déclaratif. Donc, je vous rappelle pour ce qui nous concerne, donc notre prochain rendez-vous pour celles et ceux qui pourront, donc le jeudi 20 mai. Donc, vous pourrez vous inscrire sur le portail Net Entreprise dans l'onglet donc les rencontres extra de la protection sociale. Donc, on vous attend encore nombreux et nombreux. On vous souhaite une bonne fin de journée. On vous dit à très bientôt et encore merci pour votre participation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.